L'ORTB, pas sans vous. Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission c'est 5 sur 7 matin, votre quotidienne sur l'ORTB, la chaîne du service public. 5 sur 7 matin se poursuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h45. Tenez, ces statistiques. Près de 200 femmes meurent chaque année au Bénin des suites des complications d'un avortement. Ce sont des chiffres du gouvernement. L'interruption volontaire de grossesse était auparavant interdite au Bénin, sauf circonstances exceptionnelles, comme lorsque la grossesse était la conséquence d'un viol ou encore d'une relation incestueuse ou en cas de risque pour la vie de la femme. La mesure prise par les députés à travers le vote donc de cette loi a déclenché une levée de boucliers d'une partie de la société béninoise et notamment de la conférence épiscopale du Bénin qui, dans un communiqué, affirme, je cite, « La légalisation de l'avortement est la culture de la mort ». Alors, un débat s'impose. Quel est l'avis du sociologue ou encore quel est l'avis du journaliste sur la question? J'évoque le sujet avec mes invités en plateau. Prudent Nasséou, bonjour, vous êtes journaliste, analyste politique à Tado FM, c'est bien cela, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter mon invitation. C'est moi, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir. En face de vous, Dr Aimé Chefa, vous êtes sociologue, bonjour. Bonjour, monsieur Pécon. Merci également d'être avec nous en plateau. Si tout va bien, François-Xavier Noumont de ETélé devrait pouvoir nous rejoindre en plateau. Espérons qu'il vienne très vite. Mais avant de vous poser la toute première question, docteur Chefa, cher Prudent Nasséou, je vous invite à suivre cette réaction du porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon-Noumbédi, qui mercredi dernier, au Conseil des ministres, justement, a répondu aux questions des journalistes, notamment sur ce même sujet. Regardez. Je pense que le clergé catholique est dans son rôle. Et il ne fallait pas s'attendre à autre chose. D'ailleurs, le contraire aurait étonné. Mais après, l'État aussi, il est dans son rôle. Ce que nous faisons, il ne s'agit pas de légaliser l'interruption volontaire de grossesse. La loi de 2003 a déjà prévu des cas d'interruption de grossesse qui peuvent s'apparenter à de l'interruption volontaire. La loi l'a prévu. Maintenant, quand vous êtes un gouvernement, et que vous observez que, d'après les enquêtes démographiques et de santé, que 59% des jeunes filles ont déjà eu des rapports avant l'âge de 18 ans. Cela postule qu'il y a de plus en plus une précocité dans la découverte du sexe et dans l'activité sexuelle de la part de nos enfants. Cet état de choses conduit à des grossesses indésirées, lesquels à leur tour conduisent à des avortements clandestins, réalisés le plus souvent dans des conditions non indiquées. À telle enseigne que, d'après les mêmes chiffres, 20% des décès maternels se rapportent aux jeunes filles. C'est un désastre. Il faut apporter une solution. Et ce que fait le gouvernement, vous l'aurez observé, c'est une solution holistique. Prendre des lois pour protéger la femme au Bénin, réprimer le viol, le harcèlement, le mariage précoce, le mariage forcé, c'est d'abord un niveau de solution. Mais l'autre niveau aussi, c'est ce que nous faisons là. Encadrer l'interruption volontaire de grossesse qui était déjà dans la loi de 2003 en tenant compte de l'évolution de la société. Parce que, à l'évidence, la société évolue, les pratiques évoluent. Et il faut que l'État apporte des solutions conséquentes. Ce qu'il fait donc là, ce n'est point une libéralisation de l'interruption volontaire de grossesse, mais c'est une réponse adéquate aux problèmes qui se posent à notre société, à nos populations, et c'est du ressort de l'État d'y apporter des solutions concrètes. Et donc, au total, ce qui est fait là,
c'est pour davantage assurer la protection de la femme béninoise, la protection de la jeune fille, dont la place est à l'école, et pas dans un foyer, et pas dans la rue, parce que du fait d'une grossesse indésirée, elle aurait abandonné les classes, étant devenue par ailleurs la risée de son quartier, de ses amis. Même quand on est adulte, et que des conditions particulières vous amènent à ça, et que vous n'avez pas le choix, vous décidez. Mais si vous aviez le choix entre une interruption clandestine de grossesse, dans des conditions qui exposent la vie de la femme, et une interruption de grossesse organisée, sécurisée, faite par des spécialistes équipés, qui préservent la vie du sujet, le choix il est vite fait. Et au fond, ce que fait le gouvernement, c'est d'éviter cette aventure à nos filles, à nos enfants, à nos sœurs, d'avoir à aller se confier à des mains non expertes, ou même quand elles le sont, généralement parce que c'est dans la clandestinité, ne s'assurent pas que toutes les conditions idoines soient remplies avant de pratiquer. La réaction donc du porte-parole du gouvernement, le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Mbedi, qui répondait aux questions des journalistes à l'issue du Conseil des ministres. Vous avez suivi le débat depuis le vote de cette loi. Aimé Chefa, quelle analyse vous faites d'ailleurs de cette loi-là et de l'idéal défendu par les uns et les autres? Merci, M. Pekou. Pour tous ceux qui suivent ce qui se passe dans notre société depuis un certain temps, on est en droit de se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui nous arrive au regard de la sensibilité des dossiers et également des réformes. On pourrait se demander en quoi il urge. On pouvait aussi s'étonner de ce qu'il n'y a pas suffisamment de discussion. On est en droit de se demander cela. Et si je m'intéresse spécifiquement au cas, d'accord, de la nouvelle loi qui parle de légalisation, je reviendrai sur le concept de légalisation de l'avortement, vous allez voir que peut-être, il y a eu une focalisation, peut-être à tort, sur le mot avortement. Peut-être à tort, peut-être, je dis bien peut-être et à tort. Mais ce qui est important, c'est que, observez bien, cette législature a un problème de communication. Comment? Pourquoi vous le dites? Il y a des habitudes qui avaient existé de tout temps et qui aujourd'hui, avec cette législature, n'existent plus. Avant, le débat sur un sujet aussi sensible serait déjà retransmis à la télé. Puisque d'ailleurs, c'est votre chaîne qui le faisait, donc vous en savez quelque chose. Avant, le peuple aurait vu ses représentants discuter autour d'un sujet aussi sensible et aurait connu peut-être la position de tel ou tel autre député. Et au total, la substance ayant été retenue. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, le Parlement s'est enfermé dans sa tour d'ivoire, vote des lois, il y a beaucoup de remous et de soubresauts. Le peuple ne comprend vraiment pas ce que ses représentants font. Donc, de ce point de vue-là, c'est un gros problème pour cette législature-là. Il y a comme un déficit de communication. Maintenant, prenons la loi. Comme l'a dit le secrétaire général adjoint du gouvernement, si la loi de 2003 déjà avait prévu les conditions dans lesquelles il peut avoir en toute légalité avortement, dites-moi alors la nouveauté est où? Si la loi de 2003 déjà permettait à une femme violée d'aller se faire avorter en toute légalité, permettait à une femme porteuse d'une grossesse incestueuse d'aller se faire avorter en toute légalité, ou que d'ailleurs, de façon quasi systématique, une femme ayant par exemple une grossesse extra-utérine systématiquement pour sa vie devrait se faire avorter, pourquoi alors toucher à la loi? Il y a forcément une nouveauté quelque part. Et il faut chercher et comprendre. La nouveauté en fait, c'est que cette loi-ci donne la possibilité exclusivement à la femme de décider de porter une grossesse, puisque la même loi dit que si elle se sentait en inconfort psychologique ou si elle se sentait
un peu bousculée suite à tel ou tel acte qu'elle estime de violent ou de psychologiquement inconfortable pour elle, alors elle pourrait décider d'aller se faire avorter. C'est ça la nouveauté. S'il n'y a pas de nouveauté, il ne peut pas avoir de modification. Et ça, on ne le dit pas assez. Mais il faut le dire assez. Je ne vous parle pas du point de vue des religieux parce que, écoutez, ils sont dans leur rôle. Absolument. Je comprends cela. Ils peuvent même défendre des choses qui, au fond, ne sont pas forcément leurs convictions, mais au regard de leur statut, sont tenus de raisonner comme cela. Je comprends cela et c'est pas ça qui me préoccupe. En revanche, si je me reprécise, et c'est très important, si la loi de 2003 donnait déjà la possibilité légale à la femme porteuse d'une grossesse incestueuse d'aller se faire avorter en toute légalité, ou donnait la possibilité à la femme porteuse d'une grossesse qui ne lui fera pas du bien à sa santé d'aller se faire avorter en toute légalité, ou alors à une femme violée d'aller se faire avorter en toute légalité, en quoi il serait alors nécessaire de retoucher à la loi? Cette fois-ci, il a été nécessaire de retoucher à la loi par le simple fait que cette loi-ci estime qu'en définitive, il revient à la femme d'analyser, de choisir. Mais dans ce cas, M. Pékou, elle n'est pas tombée enceinte toute seule. Puisque logiquement, une femme porteuse de grossesse doit être une femme mariée ou à tout le moins une femme vivant en concubinage. Et ce n'est pas parce que 200 000 femmes meurent chaque année ou que plus de 50% de femmes ont des rapports sexuels avant l'âge indiqué qu'il faut faire cela. D'accord. Il faut penser à d'autres paramètres et c'est là où le point de vue des religieux ou globalement de la société devient important et qu'il faut chercher à comprendre les ressorts culturels, sociologiques, anthropologiques et même psychologiques. D'accord. Prudent Nasséou, vous avez suivi l'analyse du sociologue qui est revenu sur différents points, l'amenant lui à ne pas forcément approuver la manière dont cela a été fait. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Je pense que sur la manière, on aura tous à redire. D'autant que les députés légifèrent au nom du peuple et au mandat du peuple. Il a manqué de la communication, on ne le dira pas assez, autour de cette loi-là. Et il y a aussi, me semble-t-il, une désinformation, une incompréhension générale qui subsiste depuis que cette loi a été, on va dire, relue par les députés. Parce qu'en fait, mon vis-à-vis parlait tout à l'heure... Monsieur Chaffa. Oui, Monsieur Chaffa parlait tout à l'heure des nouveautés. Évidemment, on y a introduit la possibilité pour la femme en détresse psychologique et autres de recourir à l'avortement. Et je pense que même dans ce cas, il va falloir encore attendre les décrets d'application pour voir quelles sont les conditions dans lesquelles cette femme qui se retrouverait dans cette situation pourrait y recourir. Première chose. Deuxième chose, on prend en compte l'enfant de 13 ans. Parce que ça, ce n'était pas dans l'ancienne loi. Mais en fait, on ne va pas dire que l'avortement est légalisé dans notre pays. Non, l'avortement n'est pas légalisé. Et l'avortement constitue jusqu'à nouvel ordre un crime. Et passible de peine privative de liberté, mais aussi... Mais à la lecture de ce texte, puisqu'il y a des dispositions maintenant qui l'autorisent. Oui, mais la loi 2003 autorisait l'avortement. Moi, j'ai fait un petit atelier là-dessus. Et dans la tête de tous les Béninois, évidemment, sur cette question-là, puisqu'il y avait un prétexte sur cette question, moi, j'ai coché que l'avortement était interdit au Bénin. Mais c'est à l'issue donc de l'analyse des résultats que j'ai découvert que la loi 2003 autorisait dans certaines conditions l'avortement. Et donc, on ne pouvait pas dire de go qu'en République du Bénin, l'avortement était proscrit, ce que moi, je pensais il y a 1 an, il y a 2 ans. Donc, en réalité, il y a un problème de compréhension de nos tests. Évidemment, l'État permet, dans certaines conditions, que certaines grossesses soient interrompues volontairement. Mais les conditions sont déterminées par la loi. Outre ces conditions, les personnes qui souscrivent à l'avortement sont répréhensibles. Donc, à partir de ce moment, il faut quand même comprendre que l'avortement n'est pas autorisé au Bénin, mais plutôt réglementé. Évidemment, il s'agit de la santé
de nos sœurs, il s'agit de la vie de certaines personnes. Donc, en réalité, des cas cliniques peuvent déboucher sur la nécessité de faire avorter la femme pour préserver aussi bien sa santé ou peut-être la santé de l'enfant, je n'en sais rien. Et dans ces conditions, l'État régule. Et aujourd'hui, moi, je voudrais que nous recentrons le débat. Évidemment, l'avortement au Bénin n'est pas autorisé. L'avortement demeure proscrit. Il l'est dans certaines conditions prévues par la loi. Évidemment, vous savez, quand les députés avaient légiféré pour cette histoire de certificat médical dont la délivrance était accordée aux médecins, on s'était tous inquiétés parce qu'on se disait qu'il y aurait des brebis galeuses. Mais depuis, on observe qu'il y a quand même une prise de conscience dans ce secteur. Évidemment, il ne revient pas aujourd'hui à un kidam de constater l'état de détresse d'une femme. Je ne pense pas que le décret d'application permettrait à la seule femme de décider qu'elle pourrait invoquer la détresse morale pour avorter sa grossesse. Et c'est justement là que nous devrions être regardants. Mais aussi, les députés, comme on l'a dit, ont manqué de communication. Ils auraient pu consulter la société civile. Si la société civile, voilà, je suis entièrement d'accord. Si la société civile avait été associée à ce travail en amont, s'il y avait eu vulgarisation du document, aujourd'hui on a tendance à dire qu'on autorise l'avortement. Non, il est plutôt, en mon sens, encadré. Évidemment, l'article 17, en son alinéa, qui parle de détresse morale ou de détresse psychologique, ça, c'est à croire que la femme a la largesse. Non, je ne pense pas. Et quand on parle d'avortement, si on doit le faire dans les centres agréés, ça a un coût. Et nous connaissons le pouvoir d'achat aujourd'hui des femmes. Très peu de nos sœurs ont les moyens aujourd'hui de leur propre chef, c'est-à-dire que de leur propre chef d'aller faire avorter une grossesse dans un centre autorisé. Ma crainte, justement, par rapport à la mauvaise communication qui se fait là, c'est que dans le subconscient des Béninois, on pense que ce soit les hommes ou les femmes pensent que c'est légalisé, ouais, et recourent à des cliniques non agréées ou à des praticiens véreux pour justement franchir le couloir de la mort. Antan, il nous a rejoint, François-Xavier Noumon. Bonjour, cher ami. Vous avez eu le temps de suivre aussi bien le sociologue que le journaliste. L'avortement n'est pas légalisé, semble. Non, en aucun cas. Je pense qu'il y a eu une distorsion de l'information, même si c'est vrai qu'on peut pointer du doigt le fait qu'il n'y ait pas eu, disons, communication autour du sujet. Il n'y a pas eu une bonne communication. Bon, il n'y a pas eu déjà communication autour du sujet. On a juste appris qu'il y avait un test de loi. Tout a commencé quand on a eu dans la presse le point de vue du président de l'Assemblée nationale à l'occasion de tel atelier sur cette question-là. Et on a commencé par et c'est là qu'on a compris qu'il y avait peut-être un projet de loi en ce sens, et une semaine après, en tout cas, tout est allé très vite. Si je prends cette même loi dans d'autres contextes, dans des pays un peu plus avancés que les nôtres, j'ai l'impression que peut-être que les députés ont fait un choix drastique. Vous savez, cette question de l'avortement, mise en débat dans la société, a abouti toujours sur des positions très 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 conflictuelles. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, aux États-Unis, je pense que l'État du Texas est revenu sur cette loi. La Cour suprême s'en mêle, et c'est dans un pays où la tradition, en tout cas par rapport à cette question principalement, des praticiens sont déjà tombés sous le coup de balles, on va dire, de militants entre griffes qu'on appelle pro-life. C'est-à-dire que cette question, quand on met principalement cette question, en tout cas du peu que j'ai eu à voir, ça tend, disons, ça résulte toujours, contrairement aux autres questions dont on peut dire il faut prendre les apports des uns et des autres, et ça aboutit toujours sur une certaine tension dans la société, parce que les gens se rebutent très vite. Ce sont soit nos valeurs, la question de la vie, parce qu'en fait, même si on met les religieux de côté, ça tourne toujours autour de ça. C'est-à-dire, oui, bon, de toute façon, quelque chose que vous dites, c'est vous mettez fin à une vie. Les autres disent, et puis, bon, voilà, on se renvoie la balle. Il est toujours important de faire, en tout cas,
d'entendre un peu, d'avoir un peu le pôle de la société. Bon, on suppose que les députés étant nos représentants, bon, ils ont pu débattre un peu de tout ça. Quand je pose la question, j'ai eu à poser la question à certaines associations qui étaient partie prenante du processus, et peut-être que leur parole de ce côté-là peut faire foi. Apparemment, les débats ont été plutôt très, très animés. Maintenant, revenons à la question. Non, l'avortement n'est pas légalisé en République du Bénin, sauf, je vais employer le terme de prudent, l'avortement est plutôt réglementé sur certains cas, dans certains cas précis. Je suppose que c'est parce que les services compétents ont pu voir sur le terrain qu'il y a, au-delà des cas qui avaient été précisés dans la loi de 2003, qu'on rencontrait qui rencontrait de plus en plus de femmes qui donnaient d'autres justificatifs, en tout cas qui traduisaient d'autres états d'être et de pensée que les cas qui ont été stipulés dans la loi de 2003. Donc il a fallu peut-être les matérialiser dans la loi, ce qui, même en anticipant les décrets d'application, si je me réfère un peu à ce qui se fait ailleurs, évidemment que ce n'est pas une opération porte ouverte. De toute façon, je vais dire entre griffes, ce n'est jamais une opération banale. Je ne pense pas qu'il y ait des femmes qui aiment aller se faire charcuter ou voilà. C'est pas une discipline olympique non plus. C'est quelque chose de très sérieux. Peut-être que par rapport à ce qu'on a lu, en tout cas, ce qu'on a lu de la loi, c'est vrai, la femme le demande, mais peut-être qu'il va falloir faire confiance aux praticiens pour juger. C'est pas parce qu'une femme va voir un médecin pour dire « écoutez, je suis en détresse morale » que le praticien ouvre tout de suite son amour à pharmacie ou la dirige tout de suite vers le bloc pour opération. Je pense quand même qu'il y a une phase pour appréciation, et si le médecin est démuni, il fait appel à ceux qui sont, parce que pour apprécier entre la détresse morale et la détresse professionnelle, je sais au moins que la détresse émotionnelle, un psychologue peut l'apprécier, et peut-être qu'ils sont les mieux qualifiés pour apprécier ce type d'état d'être et de pensée, et que forcément les praticiens ont leur mot à dire. Il y a d'autres cas qui ont été pour les mineurs, 13 ans. Justement 13 ans, les assistants sociaux, ça peut finir devant le juge. Je pense quand même que c'est encadré. Et là, du coup, on peut donner raison au professeur Tchefa. Le manque de communication fait que, évidemment, tout le monde va dans tous les sens. Les gens enfoncent parfois des portes ouvertes. On répète depuis quelques jours, tout est véhiculé et peut-être qu'il va falloir, au-delà des membres du gouvernement, que l'Assemblée nationale, en tout cas, qu'on arrive quand même à dissiper, à repréciser les choses pour que ceux qui nous suivent sachent exactement ce qui a été voté à l'Assemblée nationale le jeudi passé. Docteur Tchefa, vous avez suivi les deux confrères. Dans la sociologie béninoise, il est inconcevable aujourd'hui qu'on puisse aller vers l'avortement. Mais dans la loi ou dans les dispositions de cette loi, on a parlé de relations incestueuses, on a parlé en cas de risque pour la vie de la femme ou encore de viol. Oui, en fait, je vous l'expliquais. C'est-à-dire, d'abord, il faut qu'on comprenne ceci. Et c'est ça la chose la plus importante. De plus en plus, on a l'impression, je vous dis l'impression, de plus en plus qu'il y a un groupe de femmes qui n'assument pas, d'accord, leur émancipation, qui, au fond, ne se présentent réellement pas comme des gens préoccupés par la vraie défense des femmes, d'accord? Donc, il y a visiblement, c'est l'impression qu'on a, un groupe de femmes s'estimant émancipées, qui décident réellement de ce qu'il faut pour les femmes et qui fabriquent des choses et mettent dans des lois. C'est l'impression qu'on a, ça. Or, quand vous arborez une posture comme celle-là, vous l'assumez. Vous n'allez pas prendre pas de petites couloirs, mettre... Écoutez, vous pensez que sur un papier, on peut être développé?
vous pensez que le développement ou l'évolution ou la dynamique sociale sont le fait de lois? Pas du tout. Et les questions d'évolution mentale sont liées au temps et à la dynamique sociale. Alors, quelle est l'impression qu'on a? C'est-à-dire, on pense au regard de tout ce qui se voit, parce que regardez, il y a toujours une loi ou quelque chose sur la femme. Toujours. Et qui veut donner un pouvoir à la femme, mais qui malheureusement, il n'y en a pas, repoussant la femme dans des liens de devoir et de responsabilité. Les femmes occidentales comprennent le risque de copier trop tôt. Connaissez-vous leur histoire? Et avez-vous une idée des péripéties par lesquelles elles sont passées pour arriver à là où elles en sont? Il ne faut pas les envier sur leur arrivée. Il faut également les envier sur leur départ et sur les péripéties qu'elles ont menées. Pour en arriver à votre question, c'est-à-dire si la loi de 2003 déjà avait permis, tel que vous l'avez dit, à une femme porteuse d'une grossesse incestueuse, à une femme dont la grossesse finira par faire partie de la vie, ou à une femme qui porte une grossesse qui a déjà un problème qu'on connaît, si la loi permettait déjà à ces femmes-là d'aller se faire avorter en toute légalité, en quoi il est alors nécessaire de retoucher à cette loi? C'est la question fondamentale à laquelle il faut répondre. Et cette question ici, en regardant, deux choses ont été pointées. La grossesse des enfants de 13 ans, vous êtes d'accord qu'à 13 ans, il s'agit d'enfants. On peut encore réfléchir pour essayer de comprendre. Plus ou moins, on peut encore faire l'effort de comprendre. Mais quand on vous parle de détresse psychologique, on est en train d'ouvrir des vannes. Comment? Il ne faut pas banaliser ça. Il ne faut pas banaliser. Écoutez, je vous raconte quelque chose qui vous ramène à cela. Et c'est illustratif. Et j'ai même dit à l'intéressé que je serai ici. Et il m'a dit de bien en parler, de donner quelques détails, mais je protège sa vie privée. Il en a le droit. C'est un ami à moi. C'est ce que vous m'avez dit quand nous on préparait étions cette ensemble, quand nous étions étudiants. Ouais. Quand la fille avec qui il sortait et qui était âgée de 23 ans, lui envoie un texto comme quoi elle est enceinte. Et celui-ci, n'ayant pas encore d'emploi, a pris peur, n'a même pas voulu répondre. Finalement, il a répondu « OK ». Et il n'a plus cherché à entrer en contact avec la fille. Il ne prenait plus ses appels. Il ne répondait plus à ses textos. Lui, il avait peur parce qu'il n'a pas un emploi. Ou autrement dit, sa situation de l'heure n'était pas une bonne situation, à tout le monde financière. Il y a eu une accalmie autour de 3 mois. Il s'est décidé et a même déménagé de chez ses parents, a pris une chambre, a couché un salon. Et revient donc à cette fille-là, qui lui a dit non, qu'elle s'est déjà fait avorter, puisque lui ne répondait pas que... C'est-à-dire que la détresse psychologique, entre-temps, a pris le dessus. Mais justement, c'est là le problème. C'est la fin de l'histoire qui est importante. La fin, c'est quoi? Cette fille, ce dont je vous parle, remonte à 2001. Cette fille, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas d'enfant. Elle n'en a pas. Celle qui l'aurait soutenue à l'époque, dans sa théorie de détresse psychologique, qu'est-ce qu'elles lui font aujourd'hui? Rien. Mais l'homme, lui, il en a déjà 3. Comment vous pouviez expliquer ça? Ça veut dire que si vous ouvrez ces vannes, qui dans nos sociétés africaines ne sont pas encore ouvertes, je dis, c'est un bouleversement trop tôt. C'est précipité, c'est pas naturel. C'est ça qui est important. Dans les pays occidentaux où ils en parlent, que cela soit souligné, qu'une femme peut se lever, aller dans une banque de sperme, acheter ses spermes et devenir mère, tout seul. Ça se passe chez eux. Chose qui n'est pas coutumière ici. Et qu'au regard de notre mentalité collective, au regard de la représentation sociale de la famille et de la vie, aujourd'hui, n'est pas accepté. C'est ça la réalité. Et c'est ça, ça les vannes ouvertes qu'on ne peut pas accepter. Il faut qu'on évolue, il faut que le débat puisse évoluer. C'est quoi l'évolution? Vous pensez que l'évolution, c'est de copier ce que les autres font? Il n'y a pas de société évoluée l'une sur les autres ou les unes sur les autres. Chaque société
évolue ou connaît de dynamique conformément aux réalités qui sont les siennes. Il n'y a pas une société modèle qu'il faut copier. Ce serait une erreur trop grave. Vous pensez que pour sauver des femmes qui font des avortements clandestins, il faut autoriser, parce que ce que vos confrères n'ont peut-être pas mentionné ou qu'ils ont oublié de mentionner, c'est-à-dire ce qui pourrait paraître comme une banalité. C'est-à-dire, en fait, au Bénin, la grossesse n'est pas légalisée, ceci, cela. C'est-à-dire, dans le contexte et le corpus juridique dans lequel nous sommes par rapport à l'avortement, sur les 54 États africains, il n'y a que 5. Je vous dis, il n'y a que 5 qui ont ce contexte et ce corpus légal et juridique par rapport à l'avortement. Il ne faut pas banaliser ça. Je reviens toujours sur ma question de départ. Si la loi de 2003 avait déjà donné la possibilité à quelques cas critiques de grossesse d'être avortés et que nous comprenons cela, en quoi il est nécessaire de revenir sur la loi. Il est aujourd'hui, tous les arguments que les gens balancent ne sont pas cohérents. Vous êtes un intellectuel, analysez bien. C'est-à-dire que... Non, c'est pas cohérent. Écoutez. C'est le scientifique. Non, je vous en prie. Je vous en prie. C'est-à-dire, si on dit... Je vous en prie. Si on dit 200 000 femmes par an... 200. Les chiffres sont quand même alarmants. Ce n'est pas une question de chiffres. Si vous vous attardez aux chiffres, vous allez commettre des bévues graves pour la postérité. Ce n'est pas une question de chiffres. C'est-à-dire, si on dit 200 femmes par an meurent, tandis que la loi autorise les conditions dans lesquelles il faut se faire avorter, il faut donc toucher à cette loi-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut élargir les conditions, c'est tout. Et l'élargissement des conditions, ça dit il y a un groupe de femmes qui va toujours chercher quelque chose de subtil. Et cette fois-ci, la chose subtile cherchée, c'est détresse psychologique. C'est ce qui est cherché. Docteur Tchafa, on l'admire beaucoup, mais aujourd'hui on le méconnaît parce que ses positions sont radicales. Oui, ses positions sont radicales. Non, je voudrais qu'on revienne au débat. En fait, notre société émet des réserves sur les questions de grossesse. Parce que vous avez donné l'exemple tout à l'heure d'un de vos amis. Et justement, dans ce cas, l'homme était en droit d'ester sa petite amie ou sa copine en justice. D'autant que il y a un message qui montre vraiment, puisque c'est écrit d'elle, qu'elle était enceinte et qu'elle a fait avorter sans le consentement de son petit ami. Évidemment, dans nos sociétés, malheureusement, les familles, malgré le conservationnisme qu'on remarque depuis un certain temps, la protection de la grossesse, tout ça, nos sociétés ne sont pas prêtes à assumer ce rôle. Parce que des parents eux-mêmes s'engagent corps et âme à avorter leur fille par devers son petit ami, qu'on qualifie d'inconscient, d'irresponsable et autres. Maintenant, qu'est-ce que une société qui a un tel comportement, malgré que l'avortement soit proscrit, met en œuvre, qu'est-ce que cette société-là devrait se reprocher aujourd'hui? Parce qu'en réalité, nos populations ont la notion, ont l'habitude, souvent, de recourir aux avortements clandestins. Et ça s'observe dans nos grandes villes. Ce qui est souvent criard, c'est qu'il y a une complicité même dans les cas où... Mais en tout état de cause, Prudence, ce que dit ce que dit le docteur Tchafa ne manque pas de pertinence quand il vous plonge en réalité dans les réalités dans lesquelles nous vivons au Bénin et qui amènent les uns et les autres à recourir à l'avortement. Mais élargir cela, légaliser cela... Non, l'élargissement se situe aujourd'hui à deux niveaux. Évidemment, est-ce qu'on dira qu'il s'agit de femmes civilisées ou intellectuelles qui ont introduit ces deux nouvelles mesures-là dans la loi? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, puisque nulle part on nous a dit que ce projet de loi est porté par des gens de la société civile. Puisque le projet de loi est initié par le gouvernement, on peut bien comprendre qu'il répond à un besoin. Et dans notre pays, c'est encore le gouvernement et les députés qui ont l'initiative des lois à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on prend en compte la jeune fille de 13 ans ou l'adolescente de 13 ans. On prend en compte les femmes qui évoqueront la détresse psychologique et autres. Dans ce cas, je suis d'accord
que la Qu'est-ce que liberté... vous comprenez à travers la détresse psychologique? Oui, c'est à déterminer. Parce que les lois, généralement, quand elles sont prises... Ça veut dire que ça n'a pas été explicité. Leur exécution relève du judiciaire. À partir de ce moment, et vous savez bien que des députés eux-mêmes ont pris des lois et après, il a fallu qu'on leur explique ça à la Sénat, ainsi de suite. Donc, moi, je crois qu'on est dans ce cadre. Aujourd'hui, la loi, si elle arrivait à être promulguée, il reviendra au juge de la mettre en œuvre et justement d'en interpréter les conditions. Je pense aussi qu'il y aura des décrets d'application qui vont encadrer l'avortement. Ça dit qu'on a tendance à mettre dans la tête des Béninois aujourd'hui que l'avortement est légalisé. Non, l'avortement, puisque M. Tchava revient toujours à la loi de 2003 qui proscrit l'avortement. C'est cette même loi qui a été modifiée et de petits amendements ont été introduits, mais ces amendements ne disent pas que l'avortement est autorisé. Et justement, quand il y a avortement, il faut que les populations dénoncent, parce que quand on dit que c'est seulement 200 personnes qui décèdent des avortements, ces chiffres sont peu. D'autant que... Il y en a plus. Oui, il y en a plus. Les avortements clandestins, quand ça va vers la justice, non seulement les instigateurs sont punis, et dans les instigateurs, on retrouve les parents, on retrouve l'agent de santé qui est peut-être de la famille qui a aidé, et ainsi de suite. Ça fait que beaucoup de gens ne déclarent pas les avortements clandestins au niveau des centres de l'État pour qu'on puisse avoir des réels chiffres. Le drame, il est plus criard. Alors, avant de venir à vous, François Xavier, il y a une téléspectatrice qui a une voix très forte, je tais son nom, qui dit qu'il faut dire qu'il manque la communication autour de ces questions importantes. Elle dit que la première loi de 2003 n'avait pas été bien divulguée, ce qui fait que quand elle a été améliorée, elle n'a pas été du tout comprise. Et donc, elle estime qu'il faut que la communication puisse se faire autour de ça. François Xavier, avant on peut être tous d'accord là-dessus, sur son point de vue. Maintenant, je ne crois pas comme le professeur Cheffal qu'on a affaire à un complot des féministes qui seraient sous couvert et qui sont dans l'ombre et qui tirent les ficelles. Je ne pense pas. Et quand bien même. Et ce que je voudrais dire, c'est écoutez, nous sommes, c'est vrai que le sociologue sur ce plateau, c'est le docteur Tchefa. Bien sûr. Mais on a tous, dans ma petite vie, même si j'en ai pas été directement témoin, on a tous eu à entendre au moins une fois ces histoires de, oui, bon, tel a avorté, non, tel est décédé, parce que, bon, des histoires sous cap. Je sais que par rapport à déjà la loi de 2003, quand bien même on a autorisé les grossesses, les cas cliniques, les grossesses extra-utérines, les grossesses suite au viol, inceste, ainsi de suite. Dans notre société, combien de... Traditionnellement, est-ce que vous voyez des pères de famille ou bien des familles aller... Ce que veut dire, quand ça se passe, quand il y a des cas de viol, d'inceste, généralement on n'en parle pas. C'est un omerta systématique et on essaye de se débarrasser le plus vite possible des preuves s'il y en existe. Et la grossesse fait partie de ces preuves qu'on veut au plus vite fait disparaître. Je pense que évidemment qu'il y a un problème de communication et de vulgarisation des tests, mais quand je me mets un peu dans l'esprit de la loi, je n'ai pas écouté les députés, mais ceux des associations... Même les députés sont divisés sur le sujet. C'est tout à fait normal. Non, mais quand vous les écoutez après, des députés présents, parce qu'il y a des députés qui sont contre. Je pense juste que le message, si on peut caricaturer le message est celui-ci. C'est-à-dire que pour les femmes, en tout cas pour les femmes ou les filles ou les familles qui ont décidé d'aller à l'avortement, c'est-à-dire que qui ont décidé de passer ce cap-là, le message c'est au lieu d'aller vous mettre dans les mains de quelques apprentis bouchers, venez
il y a des centres aménagés pour que vous puissiez le faire. C'est comme ça que je conçois ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale le jeudi passé. Et pour la petite histoire, le hasard fait bien les choses. J'ai un ami psychologue, et non, psychiatre. Pas psychologue, psychiatre. Et on en discutait, et je lui parlais je lui posais la question de façon insistante, détresse émotionnelle, détresse. Il m'a dit, écoute, tu n'es pas qualifié pour ce type de débat. Détresse psychologique, ce sont des cas cliniques, c'est très précis. On sait le diagnostiquer. On sait le diagnostiquer, on sait le traiter. Et il m'avait dit, je ne sais pas ce qu'il y a dans la loi, mais évidemment que quand j'ai un individu devant moi, je peux dire de façon très précise, je peux corroborer ou infirmer cette prétention ou allégation. Donc je peux faire des rapports là-dessus, je peux dire, écoutez, Ricardo est en détresse émotionnelle, en détresse psychologique, et donc je peux recommander telle et telle action. Et dès qu'on a eu cette conversation, ça a eu l'effet de me rassurer sur quelques points avancés dans la loi. Mais en même temps, des questions se posent. Est-ce que si on peut avoir accès à ce type d'écoute à Cotonou, Porto-Novo et peut-être à Boumé-Calavi, est-ce que ce sera le cas là je parle des Garde-Fous, est-ce que ce sera le cas à Tchoumi ou à Bassila? Donc ça pose un problème parce que dans la loi on a parlé des assistants sociaux également, ça pose la même problématique. Avant que ça n'aille devant un juge, et ça devrait, pour les mineurs, la loi a prévu que ça passe par le filtre déjà des assistants sociaux. Est-ce que ce personnel est disponible partout et qualifié pour, disons, essayer de détecter, est-ce qu'on va dire la véracité ou bien l'effectivité de ce type de cas. Donc moi je me dis qu'on peut faire, autant on fait confiance aux praticiens pour déterminer de façon très précise que tel cas, c'est une grossesse extra-utérine et qui peut faire objet d'avortement et en tout cas mettre à la femme. On peut leur faire confiance pour déterminer très exactement dans quelles conditions d'être et de psychologie qui serait à même d'impacter la vie de l'enfant, en tout cas, ou de la mettre en danger. Je pense qu'on peut leur faire confiance pour apprécier ces types de cas cliniques. Je pense que l'adhésion n'a pas été prise à la légère. C'est pas, encore une fois, c'est pas une opération porte ouverte pour... Docteur Mechefa, vous l'avez suivi. Oui. En fait, je voudrais préciser, si vous voyez des familles au Bénin, une famille dont l'une des filles tombe enceinte et puis c'est papa et maman qui prennent l'initiative de faire avorter cette fille, c'est pas notre culture. Cette famille est une famille déviante. Il n'y a pas de société au monde où vous n'avez pas de déviants. Des gens qui n'ont pas intégré toute la culture et toute l'éducation que ces sociétés transmettent de génération en génération. Qu'ils le fassent, ils sont des déviants. Ce n'est pas un fait habituel de notre culture. Et d'ailleurs, la preuve, pour le faire, ils se cachent pour le faire. Si c'était un fait social, bien sûr, il l'aurait dû faire au vu au su de tout le monde. Ils n'ont rien à cacher parce que c'est ce que tout le monde fait. Ça, c'est important de le préciser. Je disais quelque chose, peut-être vos confrères pensent que c'est une blague, alors que dans la position de chacun et par rapport à ce qu'il a étudié et dont il espère, il peut faire la lecture. Monsieur Pékou, souvenez-vous, on n'avait aucun problème dans ce pays. Quand une loi vient et dit que si une femme tombe désormais enceinte, que vous devez aller forcément à la mairie et dire que c'est vous qui êtes l'auteur, et vous donne un délai et dit que si vous ne le faites pas, alors l'enfant porte le nom de la femme. On n'avait aucun problème, aucun. Il n'y avait aucun débat, il n'y avait aucune situation, ça l'est venu. Peu de temps après, dans une société où la femme a beaucoup de pouvoir et a beaucoup d'avantages et d'intérêts, et que les femmes ont l'habitude de faire leurs affaires avec les hommes en leur faveur, on découvre subitement qu'il faut protéger la femme. Et c'est quoi? On va chercher quelque chose de harcèlement, parce que n'oublions pas, aujourd'hui... Pensez que ce n'est pas FNIL ou tout ça? Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de fabrication de concepts flous.
Ce ne sont pas des concepts qui sont précis et on connaît le contenu de façon préalable avant le vote d'une loi. C'est-à-dire c'est flou et l'appréciation reviendrait à des gens dont vous n'êtes pas sûr de la prise de distanciation. C'est flou. Dans ce pays, c'est dans le code pénal. Hein? Dans ce pays, en général, je vous dis, en général, ce sont les femmes qui harcèlent les hommes. En général. On va pas faire le débat du harcèlement. Non. C'est pas pour faire le débat. Ça, c'est juste évoqué. C'est pas un débat à faire ici, sur ce plateau. Non. Évoqué. Ouais. Nous en étions là. Quand vient cette affaire de grossesse, ok, où la loi a été modifiée et quel est le nouveau? Observez bien, il y a toujours un nouveau concept flou dont l'interprétation dépend de gens dont vous n'êtes pas sûr de la distanciation, de la prise de distance. Le nouveau concept aujourd'hui, c'est quoi? C'est détresse psychologique. Nous n'en savons pas grand-chose. Et pendant cela, la modification, d'accord, tend même à reconnaître en toute légalité, d'accord, l'étape de la connaissance de la famille dans le processus de mariage. OK? Et pendant qu'on est en train de dire cela aussi, qu'on n'a pas fini, on revient sur des faits antérieurs au vote du Code des personnes et de la famille de 2004 par rapport à la possibilité à la femme de donner son nom à son enfant. Ouais. Donc quand vous regardez ces faits-là, c'est futile. Ça vient de Dieu. Non, il y a forcément un groupuscule de femmes. C'est-à-dire, par rapport au vote d'une loi, que l'issue soit, d'accord, un projet de loi ou une proposition de loi, il y a forcément une tête pensante quelque part. C'est sûr. Alors, et c'est ça la vraie source. Parce que, écoutez, si moi j'ai une idée et que je ne suis pas député, je n'ai pas la possibilité de la déposer à l'Assemblée nationale, et que je connais un député que j'ai sensibilisé, il a accepté et il a porté à ses compères, ne dites pas que c'est lui l'auteur. L'auteur, en réalité, c'est moi. D'accord. Alors, pour en finir, pour en finir, parce que Maurice Tantan est là pour nous rapporter. Je continue à préciser. S'il n'y avait pas une nécessité, la loi ne serait pas modifiée. Et la modification, cette fois-ci, c'est par rapport, je l'ai dit, à ce qu'on appelle détresse psychologique. Et si vous permettez, un nombre de femmes de se déclarer en détresse psychologique, vous allez voir une femme porteuse de la grossesse d'Aliko Dangote ne serait jamais en détresse psychologique. En revanche, quand il s'agira de porter la grossesse d'un élève de première ou de troisième, c'est sincère. D'accord. C'est sincère. Nous connaissons. C'est sincère. Je pense que le docteur Tifa a des... Cet alinéa parle aussi de détresse professionnelle, donc on ne peut pas seulement dire que... Que mettez-vous dans détresse professionnelle? Professionnel, c'est quelqu'un qui travaille parce que vous parlez d'élèves. Monsieur Pekou, une femme qui vient d'obtenir un emploi il y a un mois, qui tombe enceinte. C'est une détresse professionnelle. Non, j'en arrive. L'employeur... La loi interdit. C'est ça, c'est pas possible. J'en arrive. L'employeur qui l'aurait virée parce qu'elle est tombée enceinte, c'est lui le kamikaze, justement, que l'État devrait atomiser. Je suis d'accord. Parce que lorsqu'une femme est en âge de procréation, son premier emploi, c'est la procréation. Et on ne peut pas avoir une société, fabriquer des lois, parler on comprend le sociologue. Mais bien sûr. C'est le sociologue qui parle en tout cas. Pour protéger ces femmes-là, pour protéger ces femmes, la loi qui devrait être prise, serait de la protéger, de faire en sorte que l'employeur continue pas à lui payer ses droits pendant qu'elle est à la maison s'occupant de sa grossesse. Et ça, c'est du bien pour la société. Bien sûr, oui, François Xavier. Non, je voudrais très rapidement, 30 secondes. Que le harcèlement n'est pas un concept flou. Non, on n'en parle même pas ici. On n'en parle pas ici. Maintenant, je pense qu'on n'est pas, que quand le législateur met dans le test détresse émotionnelle et tutti quanti, on n'est pas qualifié sur ce plateau pour déterminer. Je pense fondamentalement qu'il ne suffit pas qu'une femme aille voir un praticien et dit ah oh là là je suis en détresse professionnelle pour qu'on lui ouvre la salle du bloc. Je pense que si le médecin n'est pas en capacité d'apprécier
stricto sensu la détresse, encore une fois, ce sont des cas cliniques, la détresse de cette femme, il aura la latitude de faire appel aux spécialistes qui le peuvent et statueront sur ce cas. Maintenant, donc je pense que ce n'est pas, encore une fois, et je ne le répéterai jamais assez, une opération porte ouverte aux femmes, une latitude. Maintenant, aucune loi, disons, ne dissuadera pas quelques individus, des femmes en l'occurrence, d'en faire commerce et d'en faire usage, voilà, autant qu'elles le peuvent. Je pense qu'aucune loi ne le... Voilà. Les parents doivent assumer leur responsabilité, l'État aussi. Si nous voulons réduire le taux des avortements clandestins, parce que même en dépit de cette loi qui recadre l'avortement, il y aura toujours des avortements clandestins, comme il évoquait tantôt, parce que des gens se sentiront, je dirais, à même de le faire dans les 4 murs sans que personne ne le sache, sous confidentialité et autres. Mais c'est que c'est proscrit. Seulement, je voudrais que l'État, aussi bien que les parents, fassent aujourd'hui de l'éducation sexuelle pour prévenir ces grossesses. Parce que la question donc de la sexualité reste et demeure un tabou dans nos sociétés. Or, les jeunes filles déjà ou les adolescents au collège sont dans l'intense activité sexuelle face à l'absence des parents. Oui, face à l'absence des parents, je l'évoque dans les grandes villes. Donc tout ça nous conduit à des grossesses. Voilà. Maurice Sata, bonjour. Bonjour Ricardo Loïc Pécou, bonjour à tous et bonjour à toutes. Beaucoup de commentaires, j'imagine. Comme sur le plateau d'ailleurs, le débat est vif sur les réseaux sociaux, sur nos plateformes en ligne, et il faut dire, comme ici, les positions sont presque irréconciliables, on va dire, parce que il y a d'un côté ceux qui sont pour, qui célèbrent, disons, une avancée pour le droit des femmes à disposer de leur corps, mais il y a également ceux qui estiment que c'est un crime qui ne saurait être, légalisé. Voilà, en gros, les deux positions qui sortent des commentaires de nos amis internautes. Je vais donner lecture de quelques commentaires. Zougou Samuel sur Facebook nous écrit « Dans tous les cas, être à la base de la mort d'un fœtus est un grand péché, car ce dernier est aussi un humain. Normalement, quelles que soient les raisons, on ne doit en aucun cas rendre ce fait légal dans une société, conclut cet internaute. Huedanou Rodrigue écrit « La loi sur l'avortement me rend heureux car les représentants du peuple ont répondu aux cris de détresse de nos pauvres parents. Cette loi permet à la femme qui a été violée, par exemple, de faire l'IVG, la femme qui connaît des complications en matière de grossesse, de faire également l'IVG. Dissocions nos valeurs culturelles de nos valeurs professionnelles, écrit Huedanou Rodrigue sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Hubert Souangou écrit « À mon humble avis, c'est une bonne chose. Autoriser ne veut pas dire obliger ou bien forcer quelqu'un à interrompre sa grossesse. Non, il revient à chaque auteur ou porteur de grossesse de décider selon sa capacité, surtout que l'on sait déjà le devenir d'un enfant issu d'une grossesse non désirée. C'est l'abandon, le manque d'assistance. Du coup, l'enfant devient un problème social. Pour moi, c'est un acte salutaire qui aidera à combattre la pauvreté et l'insécurité. C'est lutter aussi contre le phénomène des enfants de rue. Analyse cet internaute. Cette loi n'engage que les femmes, écrit Tavi Gabin Maroda. Si elles tentent d'avorter, elles vont mourir seulement, écrit celui-là. L'avortement est formellement déconseillé aux femmes enceintes. C'est un sacrilège et un crime contre l'humanité. C'est tuer un enfant. Vous avez donné la priorité à celles qui font de façon clandestine d'aller le faire ouvertement parce que c'est autorisé. L'argent qu'elles vont prendre pour aller avorter, elles n'ont qu'à se débrouiller avec ça pour bien garder l'enfant jusqu'à l'accouchement. Une série d'autres commentaires encore. Kadri Mohamed nous dit « Seul l'homme pouvait imposer à une femme un avortement. Quoi de mieux pour rendre légal ce qui se pratiquait dans la clandestinité? Cette loi, c'est l'un des piliers de l'égalité genre dans la cité. » Sagbadia Ronis écrit « Dans nos familles, nos églises comme à l'école, il faut mettre un point d'honneur sur la question de l'éducation sexuelle. À défaut de ça,
cette loi risque de détruire la jeune génération, prévient Sagbadja Ronis. Ressou Dieudonné écrit: à mon humble avis, cette nouvelle loi est salutaire. Cependant, j'invite nos gouvernants à prendre des décisions pour cadrer cette loi, pour que l'avortement ne devienne pas une plaisanterie au Bénin. Herman Akaba, comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de commentaires, je continue d'en lire. L'avortement volontaire, écrit Herman Akaba, est un péché mortel. Si le fœtus n'est pas entretenable, on peut passer à un avortement pour sauver la mère. Si une fille ou une femme avorte comme elle veut, elle va ramasser les conséquences tôt ou tard. Détruire une grossesse, selon lui, c'est réduire le nombre d'êtres humains sur Terre. Si nos mamans faisaient ainsi, serions-nous en vie aujourd'hui pour voter une telle loi? S'interroge Herman Akaba. Et pour Edson Mariano Huyeme, de nous dire l'avortement est un crime que nul n'ignore. Non seulement l'avortement est criminel, mais ça génère de lourdes conséquences sur tous les plans. Si nos dirigeants ont pu voter une loi qui le rend légal au Bénin, certainement c'est pour pallier certaines complications chez les femmes lorsque leur vie se sent menacée. Mais là où le bas blesse, selon lui, c'est certaines raisons avancées par l'autorité qui stipule que lorsque la femme se sent en détresse, les cas de viol, qu'elle peut avorter. Moi, je pense, écrit-il, que c'est une manière d'encourager nos jeunes sœurs à agir maladroitement. Il faut que le gouvernement revoie ce plan. Et dernier commentaire, si vous permettez, Ricardo Lekokwekou, Jean Zounon nous dit: je ne sais pas la motivation de nos honorables députés à voter une telle loi, mais franchement, c'est contre nos us et coutumes. Déjà, l'avortement, c'est un crime, mais l'autoriser par une loi, à mon avis, est une porte ouverte à l'immoralité. Quels que soient les garde-fous de la loi, c'est vraiment une porte ouverte à la débauche. Il faut rapidement l'abroger, cette loi. C'est mon avis, conclut Jean Zounon. Comme vous avez pu le remarquer, les avis sont partagés sur la question, les avis sont tranchés, je vais dire, parce que d'un côté, ceux qui sont pour, et de l'autre, ceux qui sont complètement contre. Les avis sont partagés, les internautes suivent donc le débat. On a encore 2 minutes 30, voire 3 petites minutes pour conclure définitivement. Je vous lis ce message qui nous vient d'un téléspectateur de la Suède. Il dit, par principe, il est contre l'avortement, mais il dit que, loin d'en faire une obsession, il préfère dans la nuance, raison pour laquelle il pense que la loi votée dans son esprit reste à l'étape actuelle de l'évolution de notre société, une loi acceptable. Mais plus loin, il continue, il dit que ceux qui s'émeuvent en réalité de cette loi, s'ils veulent vraiment lutter contre l'avortement, peuvent s'engager dans des actions humanitaires, empêchant donc les uns et les autres en amont d'éviter les avortements. Mais il va finir par dire la sécurisation, pour lui, la sécurisation de l'avortement vient d'être adoptée à travers donc cette loi et va sortir les femmes des avortements clandestins qui n'ont fait que des drames. Et il conclut en disant que c'est sûr que dans quelques années, on aura besoin de réviser certains articles de cette loi pour mieux l'adapter à notre évolution. Oui, je suis d'accord. 30 secondes chacun. Je suis d'accord et je voudrais dire que même dans le cas d'espèce, la loi parle d'un temps où la grossesse peut être interrompue volontairement. Donc oui, nous sommes dans 12 semaines et ne l'oublions pas. Parce après que 12 semaines, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc c'est totalement encadré, régulé et je crois que nous devons tous travailler à dénoncer ceux qui, en violation de cette loi-là, ne vont pas souscrire aux exigences de la loi et avorteront. J'invite les responsables, mais aussi bien l'État, à renforcer l'éducation sur la sexualité, aussi bien dans les familles qu'à l'école, pour que nous puissions souscrire à des rapports préservés pour réduire les grossesses non désirées qui conduisent généralement à des avortements clandestins. Maurice Tanton. Bien sûr, oui, par principe, je suis aussi contre l'avortement, mais comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, en tant que gouvernement, en tant que pouvoir public, on est obligé de s'inscrire dans l'évolution de notre société. Et comme les chiffres le montrent aujourd'hui, il y a une activité sexuelle qui est évidente au niveau des jeunes qui conduisent... Une intense activité sexuelle. Bon, je n'ai pas dit intense forcément, mais qui conduisent à certaines pratiques. Il est très important de pouvoir réguler, d'offrir le cadre sécurisé qu'il faut pour, lorsque c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire, et dans les conditions prévues par la loi, pouvoir avoir accès à ce soin-là. Moi, je dois aussi dénoncer quelque chose qui est le fait que
il n'y a pas eu suffisamment de débat public. Malheureusement. Oui, c'est ça, c'est un vrai problème. On ne peut pas légiférer sur des sujets de société aussi sensibles sans débat public, sans vraiment donner la parole à un certain nombre de personnes. Et malheureusement, on constate aujourd'hui que c'est après le vote de la loi qu'il y a cette levée de bouclier. Et je pense que le pouvoir public, le législateur, le gouvernement doit pouvoir corriger ce genre de choses sur un certain nombre de sujets, notamment des sujets de société qui sont des sujets sensibles qui nécessitent un débat public avant d'aller à la loi. Absolument, je suis d'accord avec vous, François Xavier. Je vais en brancher par ce point pour m'être intéressé pendant on a 30 secondes, de longues années à ce. Dans notre espace, en tout cas sur la planète, sur ce sujet précisément, il y a très peu de débats publics qui ont abouti. Généralement, la société a fini en guérilla. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les pays où on peut dire des pays avancés, ce sont toujours des guérillas. Cette question est, comment on discute de la vie? Comment on discute de, telle semaine, c'est la vie, il y a en 8 semaines, c'est pas la vie, le fœtus. Ouais, c'est une question éminemment complexe. Donc, je peux comprendre aussi cette option prise parce que de toute façon, mais n'empêche, c'est un sujet de haute portée. Ce que veut dire, c'est que ce qu'on peut attendre de cette loi, qui est une grande vulgarisation. Parce que ce que je constate, c'est en discutant avec les cliniciens, c'est-à-dire qu'à un moment, ils sont dos au mur. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'on reçoit tous les jours, des intestins dans les pagnes, et ainsi de suite. Donc, on essaye de trouver une solution pour essayer de gagner quelques vies. Maintenant, le plus gros défi de cette loi, et ce dont on ne parle pas, c'est la pesanteur sociologique. Parce que je donnerai ma main pour voir un peu des femmes et des familles, même dans ces centres habilités, venir se présenter. En tout cas, à la lumière du jour. Ça va être compliqué. Peut-être que c'est un autre combat à gagner. Peut-être que le docteur Tchefa, en sociologue, nous donnerait des pistes pour y arriver. Et ce sera sans doute sa conclusion. Mais avant, il y a une téléspectatrice. Elle n'est toujours pas d'accord avec vous. Hein. Elle dit, mais en quoi cela vous gêne, vous les hommes? Il n'y a que vous qui, chaque fois, élevez la voix. Vous croyez avoir tous les droits sur les femmes et vous pensez décider pour elles. Il faut qu'on arrête ces débats. C'est ça ce dont on parle. Et on va finir sur ça. Oui, c'est ça. Ce sera votre conclusion. 30 secondes. Je vous en prie. Oui. Personne, M. Pékou, n'a aucun droit sur personne. Vous avez une maman. Vous avez des soeurs, vous avez des enfants. Bien sûr. Et j'ai dit que nous sommes dans une société où on n'avait aucun problème et des gens se sont débrouillés pour opposer les hommes aux femmes. C'est ça ce qui est malheureux. Parce que eux, ils reçoivent des choses des ONG, ils reçoivent des idées qu'ils financent, il y a des financements derrière, et ça semble les arranger. Mon point de vue sur ce plateau a été clair. D'abord, au Bénin, l'avortement n'est pas légalisé, d'accord? On est toujours contre l'avortement, et personne ne serait contre l'avortement d'une grossesse incestueuse, par exemple, ou d'une grossesse issue de viol, ou d'une grossesse dont la présence ferait partie la femme, on n'est pas contre. Mais plutôt, on est contre le concept flou, d'accord, de détresse morale ou de détresse psychologique. Monsieur Coucou, je connais une jeune fille relativement jeune dont le conjoint est en prison. Elle portait une grossesse âgée de 4 mois et demi parce que ce dernier s'est retrouvé en prison par le coût de la vie. Mais elle a fait un avortement. Elle a fait un avortement clandestin. Et pourquoi? Parce qu'elle est en détresse psychologique. Alors que si elle se patientait, il se peut que cet enfant-là soit le premier Béninois à être secrétaire général de l'ONU. On ne saurait le dire. Et là, je suis en train... Et on va finir, docteur Tchefa. Je suis en train de vous parler de notre anthropologie par rapport à la vie et par rapport à l'enfant. Pour nous, c'est sacré. Pour nous, c'est sacré. On ne s'amuse pas avec. Et on ne peut pas s'abriter derrière des papiers ou derrière des décrets et consacrer l'évolution d'une société. Une société qui évolue n'est pas une société qui copie les autres, mais c'est une société qui se remet en cause par rapport à elle-même et qui laisse la dynamique sociale naturellement
faire son œuvre. Je crois qu'il est grand temps que dans ce pays, qu'on discute sincèrement et qu'on en arrive, d'accord, à soutenir les ressorts de notre société, à soutenir les fondamentaux de notre société, tout en étant nous-mêmes. Personne, aucun peuple au monde ne s'est développé en copiant les autres. Merci. Docteur Aimé Chefa, sociologue, le débat il se poursuit. François-Xavier Noumon, merci. Vous êtes journaliste, analyste politique également à ETélé. Prudent Nasséou, analyste politique, journaliste à Tado FM. Merci vraiment d'être passé sur ce plateau. Le débat, il était intéressant. Maurice Tantan nous l'a dit, même sur les réseaux sociaux, nos diverses plateformes. Eh bien, le débat, il va sans doute se poursuivre. On verra donc la suite. Sera-t-elle promulguée ou pas? On en saura davantage très bientôt. Merci, chers amis. Vous passez une excellente journée. Docteur Chefa, merci. Elle m'écrit toujours, hein, la dame. Elle me dit il faut organiser un débat et inviter maintenant les femmes. Eh oui, c'est ce qu'elle veut. D'accord, on le fera, madame, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. La pause et puis Blaise Adamko pour les sports.